Bonjour à tous. Alors d'habitude je fais ça sans micro. Aujourd'hui il va y avoir un micro parce qu'il y a un peu de bruit autour, donc je vais communiquer avec vous un peu d'une autre manière, parce qu'en l'occurrence l'hypnose, et ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est un travail de communication. C'est avant tout un travail, un moment où finalement on communique entre... Il y a un échange qui s'organise entre l'hypnopraticien et la personne qui va vivre l'hypnose. Et puis c'est aussi un moment où la personne qui va vivre l'hypnose et qui vit l'hypnose, un moment où cette personne en fait communique avec elle-même. Alors, dans ma vision des choses, un moment comme celui-là, je ne le prépare pas. Je ne le prépare pas parce que en fait, je ne sais pas exactement les gens que j'ai en face. Je ne vous connais pas, vous ne vous connaissez pas. Je ne sais pas qui je vais avoir ici avec moi. Je ne sais pas exactement ce qui va m'être proposé. Et parce qu'en l'occurrence, c'est vous qui proposez quelque chose. Moi, à aucun moment, je suis à même de savoir exactement ce que vous avez dans votre tête, ce que vous attendez, ce que vous recherchez. Je ne sais pas non plus si ce que je vous propose vous correspond pleinement. Je m'adapte. L'hypnose, c'est un moment... Alors, souvent, les gens ont une idée de ce qu'est l'hypnose. À aucun moment, si vous êtes assis là, c'est parce qu'à un moment, vous avez entendu le mot hypnose, ça a éveillé votre curiosité, mais malgré tout, vous avez une idée de ce que c'est. Depuis maintenant quelques années, l'hypnose est revenue un petit peu sous le champ des projecteurs. On a une image de l'hypnose qui est une image médiatisée. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du positif, du négatif. Il y a ce qui est en relation avec le spectacle, bien souvent. Et puis aussi on parle de l'hypnose de rue. Vous avez déjà dû entendre parler de l'hypnose urbaine, l'hypnose qui se fait dans la rue. Et puis on parle d'hypnose thérapeutique, évidemment. Alors vous devez le savoir, déjà moi tout à l'heure Magali disait qu'elle parlait de son métier, qu'elle était cadre, responsable qualité. Moi j'étais ingénieur. Et je suis encore un petit peu dans l'âme, c'est-à-dire qu'à aucun moment, je pense ne pas avoir été ingénieur par hasard. Je suis ingénieur parce que je pense comme un ingénieur. J'ai les pieds sur terre, j'ai besoin de décortiquer les choses, de les comprendre. Et donc je suis capable, tout comme Magali le fait pour le tarot, de parler de l'hypnose d'une manière pragmatique. Malgré tout, la première fois que je suis allé vers l'hypnose, ça a été par curiosité. Tout comme vous, je me demandais, tiens, qu'est-ce que c'est ? Je me suis dit, mais ce Mesmer là qui est à la télé, il fait des choses extraordinaires. Est-ce que c'est vrai ? Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il a appris ? C'est quand même, ça doit s'apprendre. À un moment, il n'est pas magicien, il n'a pas un don. Je ne crois pas à ça. Je me suis dit, il a dû apprendre. Donc j'ai cherché comment il avait appris. Alors évidemment, on fouille sur Internet, vous pourrez tous le faire. Et j'ai trouvé le fameux livre dont lui parle. Il parle d'un livre que lui aurait remis son grand-père à l'âge de 7-8 ans. Et il a appris avec ce livre. Il a commencé l'hypnose comme ça. Donc j'ai trouvé ce livre. C'est un livre qui date de la fin du début du 19e. Fin du 18e, début du 19e. Et c'est un des seuls livres de l'époque où on parlait de l'hypnose d'une manière scientifique. Et donc dans ce livre, on explique comment... Alors, il fait un truc comme 400-500 pages, et on explique comment rentrer sous hypnose, ce qu'est l'hypnose, on explique tout ça, et on explique comment l'utiliser, médicalement parlant. Et donc j'ai commencé comme ça, et puis j'ai essayé, vous allez me regarder avec des grands yeux, mais les premières personnes que j'avais à côté de moi, c'était mes enfants. Donc j'avais ma fille à l'époque toute petite, et puis mon gamin, puis le soir comme ça, je leur disais allez, prenez 5 minutes avec moi, j'ai envie d'essayer quelque chose, machin. Alors tout ça, tous les jours je les saoulais avec ça, une nouvelle technique, un nouveau truc. Puis au bout d'un moment évidemment ça saoule les gamins parce qu'ils comprennent trop rien à ce qu'on fait, puis ça les intéresse pas. Mais moi j'avais dans l'idée, alors pour ma fille, elle faisait pipi au lit, je me suis dit peut-être que je vais pouvoir utiliser l'hypnose pour l'amener à se relâcher, se détendre, j'en sais rien, en tout cas passer une bonne nuit, ne plus faire pipi au lit. Et puis pour mon fils, j'avais aucun objectif parce que de toute façon c'était un ado, et puis voilà, je me suis dit il est là, pourquoi pas. Alors leur maman l'a su, on est séparés, hein, et puis elle m'a dit c'est pas bien et tout, tu joues avec l'inconscient des enfants, l'hypnose c'est dangereux, et moi j'y ai pas cru à ça. Alors, je me dis ok, je fais plus avec les enfants.
avec grand regret, hein, parce que là, à l'heure actuelle, j'aimerais bien pouvoir proposer des choses à mes enfants, mais évidemment, ils écoutent leur maman, ils ont bien raison. Et en l'occurrence, ils ont mis des protections. Alors ça, on va en parler des protections. Ils ont mis des limites. À aucun moment, je peux utiliser mes techniques avec mes enfants. Alors j'en utilise quelques-unes, voilà, beaucoup, mais j'allais dire des techniques complètement frontales, visibles, parce qu'ils voient hein, quand je change de voix, quand je m'exprime d'une autre manière, ils perçoivent des choses, et puis ils me disent non, ma fille me dit non, papa, ça marche pas sur moi. donc en fait, c'est ce que font bon nombre de personnes d'ailleurs. Hein. Souvent, vous avez des gens qui viennent comme ça, surtout dans l'hypnose de rue, parce qu'au début j'ai commencé par l'hypnose urbaine, donc je suis allé dans la rue, j'ai proposé l'hypnose. Je vais vous raconter un petit peu, vous allez voir, c'est assez étonnant. Évidemment, à un moment, on est là comme ça en train de discuter. Si je me mets à vouloir vous hypnotiser, je ne vais pas pouvoir le faire comme ça, je vais devoir créer le schéma. Et vous allez me voir venir. Si vous me connaissez, vous allez me voir venir. Donc à un moment, on met des protections. Et mon objectif, moi en tant que thérapeute par exemple, parce que je suis thérapeute ici et sur Draguignan, mon objectif en tant que thérapeute, c'est évidemment de lever toutes ces protections pour vous permettre d'aller là où vous avez besoin d'aller. Vous êtes venu me voir pour une bonne raison. Et si je laisse toutes les croyances, toutes les limites, je les laisse en place, à aucun moment vous pouvez rentrer sous hypnose. Je ne peux pas vous forcer. Donc mon premier rôle, c'est de construire, de bâtir le contexte. Alors c'est un peu ce que je fais là en fait. En vous donnant des informations, je commence à construire un contexte. Et ce contexte, je vais l'utiliser et vous allez l'utiliser après, ici. Et vous allez l'utiliser, j'allais dire, pour rentrer sous hypnose et finalement accomplir ce que vous êtes venu chercher. Tout simplement déjà la découverte de l'hypnose. C'est la première étape. Quand je me suis intéressé à l'hypnose, je vous disais, j'ai appris tout seul. Dans ce bouquin, j'ai vite constaté que c'était extrêmement limitant. Alors, à l'époque, vous connaissez Mesmer. Mesmer, c'est pas ce monsieur qu'on voit à la télé, c'est un grand monsieur qui, à une époque, s'est intéressé à l'hypnose et il a appelé ça le magnétisme animal. Il ne savait pas ce que c'était l'hypnose, personne ne connaissait. Et il s'est dit, ben là, on voit des choses, il y a des choses qui se passent. Et semble-t-il, c'est mon action, en tant qu'être humain, mon action sur cette personne qui la met dans cet état. Encore, ça c'est plus tranquille. Hein. Les gens qui rentrent comme ça, enfin bon, ouais. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, ils disent, ouais, c'est mon action. Et alors, pour faire rentrer les gens sous hypnose, il y avait deux choses. Il y avait ce qu'on appelait la fascination. Alors, on peut faire ça ou on peut mettre un pendule, enfin voilà. Bon. La fascination. Et puis, la deuxième chose, c'était les passes. Donc, pendant approximativement, alors ça prenait des fois quelques dizaines de minutes, des fois plusieurs heures. Vous voulez bien vous mettre debout juste, je montre ce que c'est qu'une passe. Je vous mets pas sous l'hypnose, mettez-vous debout. Voilà, une passe c'est ça. Là, tournez-vous. Hein, tournez-vous vers là. Voilà, une passe c'est ça. Alors vous voyez pourquoi il appelait ça le magnétisme animal. Okay, et si pendant plusieurs heures je vous fais ça, je vous garantis que vous ne serez plus la même. Au bout d'un moment, vous allez péter les plombs. Hein. Voilà, et donc ouais, vous rentrez dans une transe, d'accord, okay. C'est comme si à côté de vous, comme ça, au bout d'un moment, vous êtes tellement focalisé sur ce que je vous propose que le reste n'a plus d'importance. Vous avez le regard qui se porte dans le vide, vous rentrez en transe en fait. Ok ? Pas tout de suite, hein, on verra après. Allez-y, rasseyez-vous. Alors, juste pour vous dire qu'il y a plein de manières de rentrer sous hypnose. Vous voyez, je fais ça. J'imagine qu'au bout d'un moment, vous étiez complètement connecté à ce son, le reste n'avait plus d'importance. Hop là, je regarde dans le vide, hop, juste dans cette écoute. En chamanisme, le tambour. Tac, tac, tac. Mais alors il y a d'autres types de trans. Hein. Si par exemple vous allez dans un concert, et puis boum, 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 on appelle ça le groove, hein. D'accord. Au bout d'un moment, donc la répétition, au bout d'un moment, vous rentrez dans une transe, de toute façon. Alors elle peut être plus ou moins profonde, selon si vous avez l'oreille musicale, si vous êtes sensible à tout cela, et si vous êtes vraiment dans le truc. Mais le principe d'un concert, c'est d'être ensemble, et donc vous allez de toute façon ressentir l'état de toutes les autres personnes qui sont autour. Et au bout d'un moment,
Vous rentrez. Même si vous ne voulez pas danser, vous allez voir que d'un moment vous prenez le rythme. Vous êtes là, vous suivez. Et vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est naturel. Donc la transe hypnotique, c'est un état comme ça. Est-ce que c'est le même état? Est-ce que c'est la même chose? On n'en sait rien. Est-ce que dans le chamanisme, on vit les mêmes trans que quand on fait, je sais pas moi, une méditation, ou quand on fait de l'hypnose, ou quand on fait, voilà. C'est juste des mots, peut-être. Des mots qu'on a portés sur quelque chose, qu'on a constaté. Et puis selon le contexte, eh ben, on s'est dit, bah, ça c'est de l'hypnose. Bah, moi, je fais du tambourin. Ah ouais, c'est du chamanisme. Voilà, selon la région, selon l'endroit où vous vivez, selon votre culture, selon l'expérience, vous avez donné des mots et des noms différents à quelque chose qui peut-être est la même chose. L'hypnose, c'est pas très vieux. Hein. L'hypnose en tant que telle, ça, on va dire, c'est voilà, 18e siècle, en de grandeur. 19e et 20e siècle, et surtout le 20e siècle, ça a été des moments où on s'est intéressé scientifiquement à l'hypnose. Vous avez bien entendu parler de l'hypnose ericksonienne. Erickson, c'était une personne, donc un psychiatre, hein, aux États-Unis. Il a commencé donc jeune étudiant dans les années 1920, et puis toute sa vie, en fait, il s'est intéressé à l'hypnose. Et alors, de manière étonnante, comment est-ce que ce monsieur a découvert l'hypnose? Ben, un jour, il s'est retrouvé, donc il a eu une grave maladie, il s'est retrouvé à l'âge de 17 ans, je crois, paralysé. Il avait juste les yeux qui bougeaient. Et toute sa journée, il était dans un fauteuil à bascule. Et son histoire, c'est que, enfin, ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, il a réappris à reprendre le contact, il a réappris en fait à réutiliser son corps, tout simplement en voyant sa petite sœur apprendre à marcher, à se déplacer. Et en regardant comme ça, donc il imaginait lui faire exactement la même chose. Et il a senti les mouvements les mouvements infimes du fauteuil à bascule. Et pendant des mois et des mois, son seul objectif, c'était de faire bouger le fauteuil à bascule, de lui donner de plus en plus d'amplitude. Et à force, bah, il a fini par y arriver. Et juste après, quand il est sorti de sa paralysie, il a fait un exploit sportif extraordinaire. Il a descendu en canoë une rivière, enfin un tronçon de rivière qui était habituellement, enfin qui n'était pas considéré comme dangereux et peut-être non accessible. Je vais vous dire une autre chose. Ce monsieur a continué à développer tout cela. Il s'y est intéressé en tant qu'étudiant. Et alors, de manière étonnante, il a développé toutes les techniques que vous voyez là aujourd'hui, qui vous apparaissent comme évidentes et naturelles, enfin qui apparaissent faciles comme ça. En fait, il y a 80, 100 ans, ouais, bientôt 100 ans d'expérimentation. Parce que derrière lui, il y en a eu d'autres, des gens qui ont développé des choses. Et donc ça paraît facile, vous allez voir, l'hypnose c'est facile, mais la technique même, c'est-à-dire ce qui fait qu'on rentre sous hypnose, bah, il y a une centaine d'années d'expérimentation en disant bah, tiens, on faisant comme ça fait ça, on faisant comme ça fait ça, on faisant comme ça fait ça. Voilà qu'il faut que je lâche. Moi quand j'ai appris l'hypnose, je vous ai dit, c'est de l'hypnose urbaine. C'est-à-dire que au moment où j'ai compris que c'était pas dans le livre de Mesmer que j'allais trouver des choses, je me suis retourné sur internet, et puis là sur internet j'ai vu qu'il y avait des vidéos, puis j'ai vu ce qu'on appelle la street hypnose, l'hypnose de rue. Et donc j'ai simplement recopié ce que eux faisaient, voilà. Et puis la première fois où je l'ai fait ça n'a pas marché, la deuxième ça a marché. Et je me suis dit, alors là tout d'un coup la personne elle rentre comme ça. Donc c'était mon assistante de direction. et puis elle était comme ça, je dis waouh, génial. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, donc j'ai fait